parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live du MOOC Agroécologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage et pour répondre à toutes vos questions, nous avons Magali Jouven qui est donc enseignante-chercheuse à Montpellier Supagro. Et bonjour. en direct, bonjour à toi, et en direct de Madagascar, nous avons Paolo Salgado, chercheur au CIRAD. Je vous propose d'attaquer. Bonjour Paolo. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec une première question. Alors, je pense qu'elle s'adresse à vous, Magali. Sauriez-vous où je pourrais trouver des exemples de pratiques ou de maîtrise de la reproduction agroécologique, s'il vous plaît? Alors, je vais répondre à cette question en commençant par contourner un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu bizarre de parler de juste une pratique agroécologique. L'agroécologie se conçoit plutôt de manière globale par rapport à l'ensemble de systèmes. Et alors, d'où ma réponse. Alors, si votre question c'est est-ce qu'il existe des alternatives à la maîtrise de la reproduction sans hormones, alors là, vous pouvez vous renseigner sur effectivement des techniques particulières, qu'il s'agisse de l'effet mâle, qui consiste à séparer les mâles des femelles et puis à réintroduire le mâle pour permettre d'enclencher un estrus. Ou alors, nous avons aussi développé dans l'unité de recherche où Paolo Salgado et moi travaillons, qui s'appelle CELMET, pour Système d'élevage méditerranéen et tropicaux, nous avons développé un détecteur électronique de chaleur qui permet de suivre en fait l'état des animaux et de savoir si une femelle est en situation de pouvoir être inséminée ou pas. De manière générale, lorsqu'il y a une problématique de calage de la reproduction, en général, c'est associé à des questions aussi de vente des animaux. Alors, si on arrive à se dissocier de ces questions de saisonnalité des ventes, ou si la saisonnalité des ventes correspond bien, l'idéal, c'est quand même de caler la période de reproduction des animaux de manière à ce que les mises bas se fassent à une période de forte disponibilité des ressources alimentaires. Alors, souvent, s'il y a deux périodes un peu de disponibilité des ressources, ça se fait assez naturellement. On peut accompagner ça, si besoin, effectivement, de l'effet mâle ou de techniques autour de l'alimentation, comme le flushing. Donc, si besoin, une réduction du niveau alimentaire accompagnée d'une réalimentation pour que les femelles soient plus fertiles en étant en reprise d'état corporel. Ça, ce sont des choses très, très bien connues. Alors, donc, caler la reproduction de manière à ce que les mises bas et l'allaitement se fassent en période de forte disponibilité des ressources alimentaires. Et si on a besoin, au contraire, d'avoir une mise bas et des allaitements à une période où, dans le milieu, il n'y a pas forcément une forte disponibilité alimentaire, comment on fait? Alors là, bien sûr, ça dépend des situations. C'est toujours le cas en agroécologie. Mais l'éleveur a toujours un petit peu la main sur les ressources. L'éleveur peut construire ses ressources végétales, même s'il s'agit de ressources donc spontanées, parce que des utilisations répétées de telle ou telle manière vont faire évoluer le cortège floristique, mais aussi l'état des feuillages et des herbes à un moment donné de l'année. Et puis bien sûr, quand on a la possibilité de semer une petite culture ou de bouger son troupeau. La mobilité des troupeaux est un outil extrêmement intéressant et utile pour aller chercher une disponibilité alimentaire intéressante à une période où localement on ne l'aurait pas. Voilà, donc ce sont des techniques peut-être que mon collègue Paolo Salgado peut compléter sur des exemples concrets en zone tropicale. Oui, donc moi je viendrai, merci Magali, je viendrai sur cet aspect de calage on va dire, de la reproduction et de l'alimentation. En effet, c'est ce qu'on voit sur le terrain à plusieurs reprises. C'est que, étant donné que les ressources ne sont pas disponibles tout le temps, les paysans, les éleveurs, ils essaient de la stratégie qu'ils ont, c'est que les mises bas, donc les périodes où les animaux, les mères ou les petits ont plus de besoins, donc ils vont essayer de les caler là où il y a plus de ressources. Donc ça, c'est quelque chose que ça se voit, c'est très... quand on va visiter des exploitations et on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est ce que les paysans font.
Ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent avoir plus de succès, d'avoir des animaux qui sont bien alimentés. Donc, ils vont contrôler la reproduction de manière à que les animaux, quand ils ont plus de besoins, c'est là que la nature peut leur rendre ces nutriments. Voilà, c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas parce qu'ils sont très, très liés à la disponibilité des ressources qui est gérée par le climat et notamment par le climat. Et dans ce cas-là, Paolo, la maîtrise de la période de reproduction se fait par l'introduction des mâles au moment... Voilà, oui. En fait, ici, là, je parle plus des ruminants. Hein. Les ruminants, donc, parfois, le mâle n'est pas mélangé avec les femelles. Donc, c'est soit ça par monte naturelle, soit par insémination artificielle, mais dans le cadre des vaches laitières. Mais dans tous les cas, donc, le mâle ou l'insémination est faite à certains moments de l'année et c'est l'éleveur qui décide quand est-ce qu'il met les animaux en reproduction. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. On a une question de Roxane maintenant, qui dit « Bonjour, je cherche d'autres mises en œuvre agroécologiques liées à l'élevage. À part les prés-vergers ou arbres fourragers, avez-vous d'autres pistes ?» Alors, c'est vrai que les prés-vergers et les arbres fourragers ont été très publicisés, on va dire récemment. Hein. On a eu pas mal de projets, on a eu aussi une couverture médiatique assez bonne, qu'il s'agisse des revues techniques agricoles, mais aussi du grand public. Hein. Vous avez peut-être vu passer, moi ce matin j'ai vu sur le petit journal des transports en commun, en page 1, une photo de brebis sous Mirabellier en Lorraine, avec une pub pour un documentaire dont je ne saurais anticiper la qualité, sur Arte mercredi soir. Alors, donc c'est quelque chose qui est très publicisé. On redécouvre un petit peu les différentes vertus de l'animal, et pour les ruminants, on redécouvre aussi qu'ils consomment des feuillages, etc. Ce qui est resté bien connu et largement utilisé dans tout un tas de zones dans le globe, fort heureusement. Alors après, en réalité, les animaux d'élevage, ils ont une gamme de fonctions extrêmement large. Et du coup, quand on est dans un territoire et on se dit qu'est-ce que les animaux peuvent faire ici, comment est-ce qu'on peut mobiliser l'agroécologie pour bien penser la place de l'élevage, les premières questions à se poser, c'est quelles fonctions est-ce qu'ils peuvent réaliser, hein, qu'est-ce qu'un troupeau et selon le type de troupeau, peut venir faire dans ce territoire. Alors, parfois, il s'agit juste de produire des biens agricoles ou alimentaires, et attention, c'est pas forcément un service secondaire. Il y a des régions entières du globe où il n'y aurait pas de population humaine si on ne pouvait pas avoir de l'élevage, parce que l'agriculture est impossible. Hein. Et puis, d'autres fois, il s'agit aussi de valoriser des sous-produits ou des coproduits, donc des déchets non valorisables par l'homme, qui pour le coup vont être valorisables par les animaux, et qui vont donc avoir cette fonction de recyclage, et de recyclage noble, puisque à partir de déchets, ils vont produire du lait, de la viande, etc., donc des produits de grande qualité. Alors, on peut aussi associer cette deuxième fonction d'association, en fait, agriculture-élevage, à des transferts de fertilité par les troupeaux, hein, qui vont prélever de la matière organique en ingérant des sous-produits ou des coproduits, et la restituer, en particulier la nuit, mais toute la journée, via les déjections, là où ils seront parqués, ou si on récupère les déjections, à ce moment-là, c'est l'homme qui va transférer la fertilité présente dans les déjections, là où il y a besoin de la reconstituer. Après, de manière générale, on peut utiliser les troupeaux aussi pour dynamiser un territoire. Hein, des territoires qui auraient peu d'activité économique ou seraient un peu désertés. Hein, là-dessus, on peut avoir un rôle direct de l'élevage qui amène des emplois
directs, hein, mais aussi des produits locaux, certifiés, voilà, souvent, et qui contribuent du coup à donner une bonne image du territoire. Et cette bonne image du territoire, et parfois même la présence des animaux dans les paysages et la qualité esthétique des paysages qu'ils créent par leur pâturage, va être très favorable à des activités de loisirs ou tout simplement va donner une très bonne image du territoire qui va permettre l'installation saisonnière ou permanente d'une population pas forcément agricole. Et du coup, là, on a un élevage qui va participer à l'économie du territoire, qui va participer au lien social dans le territoire. Et parfois, on a des initiatives où finalement l'élevage, en développant aussi des activités d'accueil, d'initiation, etc., va permettre de recréer des liens entre des citadins et des ruraux. Hein, voilà. Et du coup de réapprendre un petit peu ce qu'est l'agriculture, ce qu'est la nature aux citadins. Et du coup, si je résume ma contribution, en fait, par rapport à cette question, ce qu'il faut se demander, c'est dans le territoire que je considère avec son contexte, alors ça peut être le territoire d'une exploitation tout simplement, puis ça peut être un territoire un petit peu plus vaste, hein, qu'est-ce qui n'est pas utilisé aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas mis en valeur et qui pourrait l'être par la présence d'animaux. Alors là aussi, selon les espèces d'animaux, c'est pas toujours la même chose. Et la deuxième chose, c'est en quoi est-ce que la présence d'animaux d'élevage peut permettre aussi de faire des économies. C'est-à-dire, là, on a des animaux qui valorisent parce qu'ils consomment des déchets, parce qu'ils sont capables de manger de l'herbe, des feuillages, etc., dont nous, on ne fait rien. Hein. Et puis, peut-être que des animaux, ils permettent d'économiser. Alors oui, parfois, c'est la tondeuse ou la débroussailleuse, mais parfois, c'est aussi les engrais chimiques. Ça peut être également du travail. Hein. Il y a une force de traction animale qui est très intéressante, qui permet d'avoir un travail de grande précision, avec un grand respect de la végétation en présence, qu'il s'agisse de vignes ou de vergers. Et donc, ça peut éviter aussi d'utiliser du fioul, de dépenser sur des tracteurs et de la mécanisation. Voilà, je pense que Paolo va pouvoir peut-être compléter là aussi avec... Dans son contexte. Ouais. Voilà, dans son contexte avec des exemples plus spécifiques. Oui, bon, plus que compléter, je pense que tu as fait une réponse très complète, mais c'est apporter quelques exemples sur cette complémentarité qui existe entre l'élevage et l'agriculture, et c'est le cas ici à Madagascar. Bon, mécanisation, elle n'existe pratiquement pas. Ici, tout est fait avec la traction animale. Donc effectivement, l'animal est là et permet de travailler la terre, de transporter les biens agricoles. Et donc en utilisant cette traction animale, on économise le fuel et compagnie. Après, le plus intéressant pour moi, je trouve, c'est ces aspects de valorisation des effluents d'un système et d'un autre. Donc, l'élevage peut valoriser ses résidus, ce que tu viens de décrire tout à l'heure, une certaine multitude. Si on parle de ruminants, de monogastriques, ils peuvent quand même consommer un certain nombre de résidus que nous, les humains, on ne peut pas le faire. Et en transformant ces résidus, ils vont pouvoir produire des aliments des aliments qu'on apprécie. Donc ils vont transformer cette protéine entre guillemets de qualité non utilisée par l'homme en des produits hautement utilisés et riches. Et ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, l'animal joue un rôle aussi très important dans la fertilisation organique. Et là, pareil, si je prends l'exemple de Madagascar, dans beaucoup d'exploitations ici, 100% de la fertilité des sols, elle est gérée par la fertilisation organique. Donc les paysans, pour une question économique surtout, ils n'ont pas la capacité d'acheter des engrais minéraux. Donc s'ils veulent que le sol continue à alimenter les plantes et à vivre, il faut ajouter de la matière organique. Et c'est l'élevage qui permet, donc comme transformateur de cette biomasse, et que va apporter ce fertilisant. Donc, pour la question posée par quelles autres mises en œuvre de l'agroécologie, moi je dirais que toute l'association qu'on peut créer entre agriculture et élevage,
va prôner sur cette meilleure utilisation des ressources et on est dans le domaine de l'agroécologie, donc moins d'entrants et meilleur recyclage, meilleure efficience d'utilisation des nutriments qui se baladent de temps en temps dans les exploitations et pour éviter de les perdre, bah, on va les utiliser avec les animaux. Voilà. Merci. Une troisième question. Alors, je crois que celle-ci, elle s'adresse plus à Paolo, mais Magali pourra compléter comme on l'a fait jusqu'à présent. Hein, c'est une question assez riche. Donc, quelqu'un qui nous demande, peut-on introduire la technique de production de bioénergie par la technique de méthanisation dans les petites et moyennes exploitations pratiquant l'élevage? Et il demande en plus des précisions, est-ce que le projet sur la méthanisation des déchets animaux entre dans le cadre de l'agroécologie? Est-ce que ces techniques sont-elles réalisables à petite échelle? Et si oui, à partir de quel effectif on peut introduire cette technique au niveau de l'exploitation pratiquant l'élevage bovin? Et après, encore des questions, mais on va te laisser déjà répondre. D'accord, très bien. Bon, j'ai les questions, j'ai noté ici. Donc la première question, est-ce qu'on peut introduire cette technique dans des petites et moyennes exploitations? Bon, tout dépend de ce qui est considéré petite ou moyenne, hein, c'est très relatif. Mais je dirais que petite, c'est avoir 2 animaux, 1 ou 2 vaches. Donc, je considère que c'est ça petit. On ne peut pas avoir moins pour parler de ruminants. Donc, si on peut introduire, oui, on peut l'introduire. Hein. Moi, je le vois au moins dans 3 contextes où j'ai déjà travaillé, Vietnam, Madagascar et à Cuba aussi. Donc on peut utiliser donc produire de la bioénergie. Hein. Là, c'est surtout les systèmes de biogaz, hein, de production d'énergie, de gaz à partir des matières organiques. Et on peut le faire, on va dire que les modèles par exemple, de biogaz, méthanisation, ils ont été adaptés à des petites unités. Donc là, pour répondre à la première question, oui, on peut le faire. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'agroécologie? Moi, je dirais que si c'est une technique qui essaie de valoriser ou d'optimiser des processus écologiques, hein, et qui en même temps vont réduire l'utilisation des intrants de synthèse, moi je considère que ce sont des mesures agroécologiques. Donc moi je considère, quand je parle de biogaz et de la méthanisation, je considère qu'on est dans le domaine de l'agroécologie. D'accord, parce qu'on valorise des déchets, d'accord, on ne va pas les lancer dans la nature sans les valoriser. Et on va, en utilisant ces techniques-là, on va réduire l'utilisation d'autres éléments. Par exemple, on utilise moins d'électricité ou moins de fertilisation parce que les résidus solides de cette méthanisation, on peut encore l'intégrer sur le sol. Donc, est-ce qu'elles sont réalisables à petite échelle? Oui, je réponds que oui. Donc, j'ai vu des unités de méthanisation fonctionner avec 2 vaches laitières. Donc, après, voilà, il faut adapter la taille des cuves et la taille du matériel à une quantité de matière plus petite, mais c'est possible. Hein, c'est des techniques qui n'ont pas besoin d'avoir un troupeau de 200 animaux pour le faire. Après, bon, si on rentre en considération de rentabilité, d'efficience, etc., là, il faut faire des calculs au cas par cas et voir effectivement est-ce que ça vaut la peine ou dans combien de temps je peux payer mon investissement de faire une cuve pour 2 animaux, que peut-être c'est plus long que faire pour 30 ou 40. Voilà. Donc ça, pour les aspects de rentabilité, c'est toujours important de savoir, là, il faut faire des calculs et adapter au cas par cas, mais probablement, c'est plus cher de le faire que pour une petite unité parce qu'il y a quand même des frais fixes. À diviser par 2 animaux, c'est plus important qu'à diviser par 20. Et voilà, à partir de quel effectif, oui, c'est déjà répondu, avec 1-2 vaches, on peut le mettre en place. Au moins pour l'élevage bovin. Après, donc effectivement, il y avait la question de changement d'élevage. Là, on a répondu pour l'élevage bovin, mais on demandait est-ce que c'était aussi transférable sur un élevage pour des poules pondeuses ou des poulets de chair? Oui, donc là j'ai moins d'éléments moi-même parce que dans les exploitations où j'ai travaillé, en fait, c'était de la polyculture et polyélevage aussi. Il y avait plusieurs espèces animales et c'est vrai que dans la cuve de biogaz, on mettait tout, un mélange. Bon, mais étant donné la taille plus importante des bus de vaches,
Donc, en proportion, c'était plus important ce qu'il y avait de ruminants. Mais je pense, sans avoir d'expérience, sans avoir vu, je pense qu'avec les autres effluents d'élevage, on pourrait aussi mettre en place ce genre d'unité. Mais là, il faut avoir plus d'animaux. Merci. Ouais. Peut-être que Magali a d'autres éléments sur cette question. Alors, j'ai pas d'éléments spécifiques par rapport au biogaz, puisque je n'ai pas d'expérience directe sur les biogaz. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que euh, cette logique de recyclage pour minimiser les déchets, etc. Donc là, on parle de l'application à l'échelle d'une exploitation, mais elle peut s'envisager aussi à l'échelle d'un territoire. Lorsqu'on est sur une unité de production de biogaz, on est sur une unité en milieu complètement contrôlé. Hein, on peut l'envisager aussi en dehors de l'agroécologie, dans une logique plutôt de recyclage des déchets à l'échelle de différentes activités complémentaires dans un territoire. Du coup, on serait plutôt dans ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Hein, c'est-à-dire, on a plusieurs activités qui vont se connecter entre elles de manière à transformer les déchets d'une activité en intrants d'une autre activité. Donc ici, on pourrait imaginer finalement une unité de production de biogaz complètement séparée aussi de l'exploitation agricole, qui collecte les déchets des exploitations agricoles et qui produit de l'énergie qui va être revendue ailleurs. Hein, voilà. Et là, on rentre dans une dynamique un peu différente qui utilise quand même des processus écologiques, hein, tels que la méthanisation, hein, mais qui est à une échelle un peu différente et qui ne nécessite pas forcément un lien au sol et voilà, et d'être dans un milieu, on va dire, complet. Voilà. Merci. Une quatrième question. Alors là, cette fois-ci, c'est sur la relation, enfin peut-être la concurrence homme-animal. Je voudrais savoir si la croissance de l'effectif des animaux dans les élevages souvent extensifs, dans les pays au sud du Sahara, ne constitue pas une menace pour la vie de l'homme parce que les animaux entrent en concurrence sur les ressources, d'autant plus que la population plus au rythme de bétail. Alors, est-ce que Paolo, tu veux commencer ou JB? Je peux apporter quelques éléments. Bon, elle est bonne, elle est intéressante cette question, mais il manque un petit peu quelques détails. Donc déjà, savoir de quelles ressources on parle et quel type d'élevage. Moi, je dirais que si on parle d'utilisation de l'espace, hein, tout l'espace qu'on utilise pour la production d'aliments pour les animaux, d'une certaine manière, c'est cette surface qui n'est pas utilisée pour la production de cultures vivrières. Bon. Sachant aussi que via le passage par les animaux, on perd un tout petit peu en efficience. Donc les animaux sont entre guillemets moins efficients que les plantes. Et donc, si on regarde que ça, hein, sans regarder le plaisir qu'on a de manger de l'œuf, de boire du lait ou manger de la viande, si on ne regarde pas ça, si on fait uniquement en termes de calories, c'est vrai que le passage par l'animal, on dirait qu'il y a une certaine compétition. Mais ça, c'est pour la ressource espace. Après, quand on regarde dans certains espaces, il n'y a pas de culture vivrière parce qu'on n'a pas des conditions climatiques ou des sols pour produire des espèces vivrières. Moi, je dirais que l'animal, et surtout si on prend le ruminant comme exemple, le ruminant, il va valoriser des ressources, hein, ma collègue Magali l'a déjà dit, il va valoriser l'herbe, et nous, les humains, on n'arrive pas à valoriser l'herbe, moi pour le moment. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en compétition. Là, on est complémentaires, c'est-à-dire on utilise un animal qui va lui valoriser des ressources que nous, l'homme, on ne peut pas valoriser. Par contre, il va nous apporter, il va transformer ces ressources-là en lait, en viande, en œuf, etc. Donc voilà, la question, il faut savoir comment, sur quoi la personne, elle parlait de quel type de ressources et quel type d'espèce animale. Mais moi, je trouve que on n'est pas forcément en compétition, sauf dans des cas très précis. Hein, si on parle par exemple, de l'élevage industriel de monogastrique, où là, on va produire du maïs ou du soja pour alimenter ces animaux. Là, je dirais oui. Là, il y a une compétition très très forte entre utiliser ce maïs pour alimenter directement l'homme ou passer par l'animal et donc faire des farines animales pour alimenter les poules ou
donc là, dans ces cas précis, là, on peut plus parler de compétition. Mais si on parle des ressources, si on parle de l'espèce des ruminants et dans la valorisation de ressources alimentaires qui ne sont pas utilisées par l'homme, je pense qu'on pourrait être dans un cas de complémentarité et pas de compétition. Je vais compléter un tout petit peu. Merci Paolo pour ce cadre déjà qui pose plein de choses. À l'échelle mondiale, il y a à peu près un tiers de la surface agricole utile qui est utilisée pour produire des fourrages, incluant le maïs, pour l'alimentation animale. D'accord ? Et effectivement, sur ces surfaces-là, qui pourraient être utilisées pour l'alimentation humaine, on peut se poser la question, contrairement à des surfaces de prairies ou de parcours non cultivables, où de toute façon, soit on fait de l'élevage, soit on fait rien. Alors, cependant, par rapport à votre question et à la zone géographique considérée, à ma connaissance, c'est pas au sud du Sahara qu'il y a le plus de cultures fourragères pour nourrir le bétail. Et quand on retrouve juste des toutes petites parcelles éventuellement stratégiques ou dans le cadre de rotation culturelle, on n'est pas vraiment dans ce cadre de contrainte où l'élevage va enlever des surfaces à l'agriculture. Alors, après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aussi l'inverse. Ce qu'il faut voir là, dans les régions que vous mentionnez, que globalement, à ma connaissance, il y a plutôt une progression de l'agriculture par mise en culture de terre, éventuellement avec des opérations de développement du système d'irrigation, etc., ou d'assainissement. Mise en culture de terre autrefois utilisée pour le pâturage des troupeaux, qui viennent en réalité réduire les surfaces localement disponibles pour les troupeaux. Alors, quand il y a moins de surface disponible pour les troupeaux, soit on réduit la taille des troupeaux, soit il faut leur apporter autre chose à manger. Et dans ce cas, on peut avoir effectivement des surexploitations des ressources naturelles. Si dans le temps long, les troupeaux restent fixes au même endroit, utilisant les ressources locales et complémentées par d'autres ressources qui permettent du coup de maintenir une charge animale bien supérieure à ce que le milieu ne peut supporter. Alors en général, ça n'arrive pas. Déjà, si on n'apporte pas des aliments d'ailleurs, ça ne peut pas arriver. Et en général aussi, les systèmes d'élevage extensifs, souvent extensifs là, que vous citez, donc plutôt j'imagine de ruminants, en particulier de bovins, vont avoir comme remède extraordinaire par rapport à la réduction des terres, mais aussi les chocs climatiques que vous mentionnez en fin de votre question, la mobilité. Cette mobilité va permettre d'aller chercher dans l'espace une ressource qui n'est plus disponible localement, d'aller la chercher là où elle est disponible à la saison donnée ou l'année donnée, et du coup de répartir la charge animale en limitant les risques. Après, malheureusement, les entraves au mouvement du bétail existent. Ces entraves sont néfastes pour le bétail, mais aussi pour tout le monde, puisque si vous suivez mon raisonnement jusqu'au bout, si le bétail ne bouge pas, soit il n'y a plus de bétail, soit il y a des dégradations. Et lorsqu'on réduit énormément la surface disponible pour l'élevage, souvent ne résistent que des élevages en général intensifiés, avec du capital. Et les paysans qui avaient leurs troupeaux ou les pasteurs passent par un stade d'extrême pauvreté avant d'arrêter complètement l'élevage. Donc, par rapport à votre inquiétude, je ne suis pas sûre, comme le suggérait Paolo, que la principale menace soit pour la vie de l'homme en général. Effectivement, la concurrence qu'il y a entre l'élevage et d'autres activités sur les territoires. Alors là, on a parlé d'agriculture, mais il y a d'autres activités où c'est élevage ou préservation exclusive de la nature. Il y a des concurrences entre activités comme ça, qui jusqu'à maintenant ont quand même fini par être en défaveur de l'élevage, en particulier des formes d'élevage familiales, paysannes, extensives, qui par ailleurs ont un rôle très intéressant à jouer, entre autres pour la lutte contre la pauvreté, mais aussi qui sont souvent les premières à s'engager, parfois aussi pour des raisons économiques, de capacité de financement, vers l'agroécologie, ou à y être déjà. Paolo, est-ce que tu veux encore compléter ou... Non, c'est bon, on t'entend plus.
Non, mais apparemment, vu sa tête, il dit non. Ok, voilà. Bon, très bien, ça a fonctionné jusqu'au bout. Merci à tous les deux pour avoir répondu et participé à ce live. Merci pour vos questions. J'imagine que vous pouvez retrouver très vite l'équipe du MOOC Agroécologie sur le forum. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouveau live sur l'agroforesterie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.